Merci d'avoir choisi TV5 Monde, 64 minutes, deuxième partie à la une de l'actualité, la fin d'un feuilleton vieux de plus de 50 ans. Le gouvernement français a tranché, il n'y aura pas d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes, près de Nantes. Des escadrons de gendarmes et de CRS commencent à arriver sur place pour évacuer, pas tout de suite, mais prochainement, cette ZAD qui est occupée par des militants. Le gouvernement laisse justement à ces militants jusqu'au printemps prochain pour évacuer les lieux. La situation humanitaire en Centrafrique s'aggrave chaque jour un peu plus. On dénombre plus d'1 million de déplacés 4 ans après le début du conflit. Déclaration sur notre antenne du président du CICR qui vient de passer 4 jours sur place. Le numéro 1 de la Croix-Rouge internationale était avec nous il y a quelques minutes en direct de Genève, en Suisse. Le pape François poursuit son voyage au Chili. Il a rendu visite à des femmes détenues dans une prison de Santiago. Le chef de l'Église catholique a aussi célébré une messe en hommage à toutes les victimes de la dictature Pinochet. Prochaine étape, le Pérou, ce sera dans quelques heures. Bienvenue si vous nous rejoignez dans 64 minutes. Place désormais à notre grand angle. Le sénateur français André Gattolin est notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes vice-président de la Commission des affaires européennes du Sénat. Vous êtes anciennement membre d'Europe Écologie Les Verts. Vous avez rejoint le groupe La République En Marche du président français Emmanuel Macron. Alors c'est l'actualité du jour en France. Tout le monde en parle. C'est fini. Il n'y aura pas d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes. L'aéroport de Nantes va être agrandi. On le voyait tout à l'heure dans notre sujet. Il y aura aussi le transport ferroviaire qui va être renforcé. Reculade ou bon sens selon vous ? Pour moi, bon sens, pas seulement sur la question écologique, mais sur la question économique. Tout le modèle économique de cet aéroport, au-delà des besoins de trafic intérieur qui évoluent, et donc le réaménagement de la Nantes Atlantique est une réponse, était fondé sur un aéroport international, dont je doute la capacité. Un aéroport international, ça signifie duty free shop, parking longue durée et prix de stationnement des grandes compagnies très élevés. Moi, j'ai une expérience, j'ai grandi dans la région en Alpes, à côté de l'aéroport de Satolas, venu Saint-Exupéry, 35 ans pour arriver à un début d'équilibre financier. Tout ça parce qu'il y a eu enfin une liaison directe entre Roissy-Charles de Gaulle et Lyon-Saint-Exupéry, qui fait que l'aéroport de Lyon a servi ces dernières années de délestage du trop-plein. Vous savez, à un moment, on parlait d'un 3e aéroport en région parisienne. Ouais. On ne l'a pas construit. Et Lyon a commencé à avoir une rentabilité. Je dis, ce sont des coûts économiques très lourds et que le gouvernement, je pense, une des raisons, au-delà de la question écologique, c'était de dire l'investissement dans avec une rentabilité à court, moyen et presque long terme assez difficile, n'est peut-être pas le moment, vu l'état de nos finances publiques ou de nos finances locales. Le président de la région Loire-Atlantique dénonce un déni de démocratie. Il n'a pas tort, non ? Il y a eu un référendum. Certes, le oui l'a emporté de justesse, mais il l'a emporté. Oui, mais enfin, moi, dès le début, par rapport, j'étais pour un référendum pour qu'on s'y plie, mais à condition qu'on s'accorde sur le périmètre. Là, on a interrogé que les gens du département, alors que c'est censé être un aéroport international, on aurait dû considérer au moins le public de la région. Ouais. Parce qu'on fait toujours miroiter dans ces grandes installations des retombées économiques pour les gens qui sont à proximité. Donc, naturellement, ça crée un vote favorable. Il y a pratiquement très peu de gens proches des centrales nucléaires qui sont contre les centrales nucléaires parce que ça rapporte beaucoup d'argent. Pour autant, les conséquences sont beaucoup plus larges que la proximité. On les voit marcher, non là ce sont peut-être des migrants que l'on voit à l'image, mais en tous les cas on va peut-être parler des zadistes aussi. Un petit mot, jusqu'au mois d'avril, c'est bien les zadistes que l'on voit, on évoquera la question migratoire après. Les zadistes, vous dites quoi ce soir ? Ils doivent quitter les lieux de suite ? Moi, je pense qu'il y a la départementale qu'il faut dégager très rapidement parce qu'il y a une départementale qui est bloquée et même les habitants, localement, même les paysans trouvent que c'est trop. Je pense qu'on laisse un délai aux zadistes pour quitter progressivement. Peut-être certains ont vocation à s'implanter. Il faut faire les choses rationnellement. On n'est plus dans une bataille politique. La bataille en question sur l'aéroport a été réglée. Je pense que ça n'a pas pour objet de devenir un futur Larzac. Mais quand même, on évoque des centaines, voire peut-être plus de 1000 CRS et gendarmes mobilisés. Est-ce que ce n'est pas trop vous ? En 2012, vous avez co-signé une tribune avec votre groupe à l'époque écologiste. Vous dénonciez la répression, en tous les cas la force disproportionnée, avec notamment l'utilisation des flashballs. Les zadistes redoutent l'utilisation des flashballs. Oui, moi je suis contre les méthodes violentes. Donc je pense que là, il y a moyen, c'est une façon aussi d'affirmer l'autorité de l'État. Je pense que la décision qui a été prise ne plaît pas à tout le monde. Donc il y a un ordre public qui est restauré. Mais
Maintenant, là aussi, on peut engager une négociation. Il y a des gens qui sont raisonnables, qui n'ont pas nécessairement envie de rester là éternellement ou de gêner, parce que les habitants locaux, historiques, certains zadistes sont devenus peut-être des gens qui ont volonté de rester dans la région, mais certains n'étaient là que pour l'objet de la contestation. Donc il faut trouver un équilibre, que ce lieu qui est un lieu écologiquement protégé continue et puisse l'être, et que les populations qui ont été défendues aient leur mot à dire sur la manière dont on va continuer l'aménagement maintenant de l'espace Notre-Dame-des-Landes. Voilà donc pour votre réaction, André Gattolin, à l'abandon du projet Notre-Dame-des-Landes, projet d'aéroport. On va parler de la crise migratoire. Je le disais il y a quelques instants, Emmanuel Macron était à Calais hier, une ville devenue le symbole de cette crise migratoire. Il n'a pas été très tendre avec les associations, il les a appelées à la responsabilité. Il a aussi regretté que le travail des policiers soit souvent caricaturé. Vous adhérez, vous, à ce discours qui n'est pas franchement de gauche, même si vous êtes membre du parti présidentiel? Non, je ne vous cache pas que je suis un peu gêné. Je ne fais pas d'angélisme sur l'immigration. Je crois qu'effectivement, il y a une situation qui sont les gens qui sont réfugiés, qui sont en demande d'asile, qui sont dans ce pays parce qu'il y a la guerre, et puis il y a des migrants économiques, et qu'il faut quand même faire un distinguo parce que le niveau de vie dans un pays, à un moment, devient attractif pour beaucoup de gens. Je crois que déjà à l'origine de tout ça, il faudrait qu'on remette en cause nos politiques d'aide au développement dans les pays, parce que c'était un échec. Parce que si on a fait des politiques d'aide au développement, c'est pour que les gens puissent aussi rester chez eux. Je connais personne qui quitte son pays avec plaisir. Donc on a des échecs. Après, je pense que faire l'amalgame sur toutes les associations n'est pas une bonne chose. Moi, je me suis rendu à Calais. J'y ai vu des gens très bien. J'ai vu des gens aussi qui pensent qu'ils mènent une lutte politique pré-révolutionnaire. Il faut bien distinguer les deux. Et personnellement, je n'ai pas écouté l'entièreté des discours du président, mais moi, j'appellerais un peu plus de nuances dans la manière de considérer les différentes associations à ce propos. Ce projet Asile et Immigration, il donne l'apparence d'être très répressif, doublement de la durée de rétention, allongement de la retenue pour vérification d'identité, expulsion facilitée des migrants dublinés, et puis ce tri, entre guillemets, dans les centres même d'hébergement, ça paraît quand même étonnant pour un homme qui vient d'un gouvernement de gauche. Le terme de tri, je trouve, il est un peu fallacieux. La question, c'est à un moment, il faut aussi recenser les gens, il faut savoir qui est là et comment. Et tout ça, on doit le dire, dans l'entrée, dans les pays d'entrée, en Italie, en Grèce ou en passant par les Balkans, on n'identifie pas toujours les personnes. Il est important, et c'est le droit, je dirais, souverain d'un pays, de savoir qui entre, qui circule. Après, l'idée qu'au-delà de ce recensement, on ait des politiques répressives et sélectives, et entre le principe légitime et la mise en action, c'est là qu'est toute la nuance. J'espère que la mise en action sera humaine, intelligente. On sent quand même qu'il y a une fracture à La République En Marche sur cette question. Oui, non, c'est le premier point d'achoppement depuis le début du mandat d'Emmanuel Macron. Il y a un débat, c'est-à-dire que je pense que tout le monde est d'accord pour dire l'immigration libre et totale, c'est une utopie. Il y a des problèmes, surtout là, on est quand même dans une... Quand on parle de Calais, on est sur des gens qui sont en transit et on est obligé d'assurer le blocage de gens qui n'ont pas l'intention de rester. Alors même quand on les relocalise quelque part, la tentation, c'est de revenir parce que ils ont de la famille ou ils ont une attache ou une attirance particulière pour la Grande-Bretagne. Et les Anglais ne nous ont pas fait un cadeau en passant des accords de sécurité aux frontières de notre côté. En même temps, si on n'avait pas ces accords, on aurait des milliers de gens qui mourraient dans la Manche. La Manche est une mer extrêmement dangereuse, pire que la Méditerranée. Et c'est vrai que là, on n'a pas véritablement remis à plat. La question du Brexit ne facilite pas les choses. Il faudrait s'interroger un peu plus sérieusement sur cette gestion des frontières. André Gattolin, vous êtes aussi membre de la commission culture, éducation et médias, c'est officiel. Le CSA, Conseil supérieur de l'audiovisuel français, engage une procédure pour décider du maintien ou non de Mathieu Gallet à la tête de Radio France, service public. Mathieu Gallet qui a été condamné pour favoritisme à 1 an de prison avec sursis. Pour vous, il doit partir ? Moi, je pense que d'un point de vue légal, il argue qu'il n'est pas condamné puisqu'il va en appel définitivement. Mais je pense
pour une certaine salubrité publique, sur une manière aussi d'exemplarité qu'on demande aux représentants, je pense que l'intelligence aurait voulu que de lui-même il se démette. D'ailleurs, il n'y a que 2 personnes qui peuvent le démettre, lui-même en démissionnant, soit le CSA qui l'a nommé. Donc je pense que là, le CSA a pris ses responsabilités. J'avoue qu'on est un peu dans la situation de l'article 50 sur la sortie de la Grande-Bretagne. On a fait un article, on n'a jamais pensé devoir l'appliquer. Alors là, on a l'article 47.5 du règlement qui dit quelle procédure. J'ai un peu du mal à comprendre comment ça se passe parce que le CSA attend, c'est normal, l'acte du tribunal de Créteil. Parfois, ça met 2 mois à venir et après engage une procédure contradictoire. Alors, c'est pas un nouveau jugement, mais je pense que là, on n'est pas dans une question de droit, on est dans une question d'éthique. Les responsables politiques ou les responsables publics, il y a une exigence vis-à-vis d'eux. Je vois pas pourquoi on la pose auprès des politiques et on la poserait pas auprès de hauts responsables d'entreprises publiques ou de sociétés nationales. Alors, l'audiovisuel public francophone, je dis bien francophone, traverse une période difficile. En Suisse, il y aura le 4 mars. Le 4 mars, c'est bien ça, une votation sur la suppression ou non de la redevance, ce qui mettra en difficulté la SSR et notamment notre partenaire, la radio-télévision suisse romande. En France aussi, c'est très compliqué. Cette affaire, on le disait, de Mathieu Gallet tombe mal. Vous, et là, vous êtes d'accord avec Emmanuel Macron, vous tirez à boulet rouge sur l'audiovisuel public, en particulier sur France Télévisions. Pourquoi? Non, je ne tire pas sur tout l'audiovisuel. D'ailleurs, Radio France se débrouille plutôt bien dans sa mission de service public. France Média Monde aussi. France Télévisions, ce sont des moyens très importants, 2,9 milliards, sur des programmes qui sont de moins en moins écoutés et dont la différenciation par rapport à l'offre privée est de moins en moins évidente. On dit la télévision publique, c'est un triptyque, divertir, informer, éduquer. Mais ce triptyque est apparu d'ailleurs quand on a défini la BBC en 1928, on l'a repris en France quand il y avait un monopole d'État. Il y a un certain nombre de fonctions, des missions de service public qui sont aussi remplies par le privé. Par exemple, dans la presse, c'est le cas. Il n'y a pas de journaux publics. Donc, il s'agit de dire que doit faire et quelle exigence on doit avoir vis-à-vis d'une télévision publique parce qu'elle est financée avec l'argent public. Alors, justement, il faut quoi en plus, selon vous, plus de programmes éducatifs? Moi, je pense qu'il y a une fonction déjà d'élévation du niveau, de la qualité. Moi, j'avoue que la production de fiction, globalement, française, n'est pas très performante. D'ailleurs, globalement, elle s'exporte assez peu, notamment les productions du service public. Je crois qu'on a droit à une information qui soit complémentaire. Je ne comprends pas l'exigence d'une chaîne d'information continue nationale quand il existe déjà plusieurs canaux sur ce secteur, alors qu'on a un vrai déficit dans l'information locale et régionale, mais aussi dans l'information internationale. Il y a des très bonnes chaînes comme les locales, il y a déjà France 3. Oui. Les chaînes d'information continue, elles sont privées. France 3, c'est 3 heures de programmes régionaux par jour. Et honnêtement, on est quand même, par rapport à une situation monopolistique et de titres de presse de plus en plus faible, l'information locale passionne les gens. Il n'y a pas une offre tant dans le public que dans le privé. Dans l'information internationale, on a une excellente chaîne, excusez-moi, concurrente, mais qui est France 24, que seule une partie des gens de la région parisienne peuvent voir quelques heures. Je pense qu'avoir de l'information internationale, c'est complémentaire à ce que font d'autres chaînes d'information. André Gattoni, il nous reste juste quelques secondes. Il y a 7 mois en préparation sur ce qu'on appelle les fausses nouvelles, les fake news en anglais. Vous aviez fait une thèse il y a quelques années sur les canulars médiatiques, notamment aux États-Unis, mais pas seulement. Elle vise qui, cette loi? Elle vise les médias russes, RT notamment, Sputnik? Je pense qu'il y a eu un certain nombre d'attaques, mais ce qui est visé là, c'est très difficile. Alors, on a une chaîne RT France qui a été autorisée. Là, moi, c'est quelque chose quand même qui m'étonne beaucoup. Il y a une décision du CSA qui a validé. Alors maintenant, le CSA dit on va surveiller de près, mais enfin, les pratiques s'apparentent quand même beaucoup à de la propagande plus que de la télévision internationale. Nous avons un vrai problème qui est surtout la diffusion et la reprise sur les réseaux sociaux et le fait d'ailleurs que vous pouvez artificiellement augmenter la visibilité d'une information juste ou fausse en achetant de l'espace publicitaire ou de l'espace promotionnel. C'est d'abord ça qu'il s'agit de gérer parce que c'est très facile, notamment, et c'est l'objet de cette loi dans une campagne électorale, de créer une espèce de rumeur, mais qui aurait une sorte de certification parce que ça ressemble à une vraie information, mais ce n'est pas une juste information. Ce n'est pas facile de légiférer parce qu'il faut rester dans le cadre de la liberté d'expression et nous sommes tenus par l'article 10
justice qui Régit, régit de la Convention européenne des droits de l'homme. Et donc, il faut trouver un moyen d'empêcher aussi cette intrusion, parce que c'est un peu comme les attaques qui ont été faites sur certains sites ou TV5 Monde il y a 2-3 ans. Cyberattaques qui sont une capacité extérieure au pays de censure dans un pays démocratique. Donc, quand des gens, un État ou des gens mal intentionnés censurent un média démocratique dans un pays démocratique, excusez-moi, c'est un manque de respect aussi des libertés. Donc il faut trouver ces moyens-là juridiques. Il faut être très fin, il faut y réfléchir avec pondération, mais il faut agir. Merci beaucoup André Gattolin, sénateur français, membre du parti présidentiel La République En Marche. Merci. Merci.